Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour avec une émission un peu particulière parce que, en l'occurrence, c'est Xavier Caïtucoli qui est avec nous, entrepreneur, fondateur. Puis quand même, quel entrepreneur quoi. Enfin, on en a déjà parlé, Xavier, mais franchement, aller défoncer le secteur de l'énergie au moment où vous l'avez fait. Direct Énergie, c'est quelle époque 2003. 2003. Création en voilà. 2003, ah oui. Bref, donc fondateur de Direct Énergie, qui là repart donc au combat à travers cette formule là des SPAC, on en dira un mot, Special Purpose Acquisition Company. Donc pour financer la transition énergétique comme là. Et donc je me suis dit tiens, je vais en profiter comme on est encore dans une petite ambiance d'anniversaire pour vous redonner justement 2-3 des éléments sur l'énergie les plus intéressants qu'on a pu vous donner durant cette première année de Bismart. Donc voilà, l'énergie sous toutes ses formes, c'est parti. Donc, Xavier, c'était quand la vente de Direct Énergie à Total? C'était en 2018. 2018. Total a fait l'acquisition en 2018. Voilà, t'es resté un petit peu pour Je suis faire la resté un jointure. an. Au départ, pour me projeter dans un projet plus grand. Et au final, le groupe Total est une boîte extraordinaire. Mais quand tu es un entrepreneur, que tu as créé ta boîte, que tu as grandi en étant... Ouais, voilà, tu vas pas te mettre à faire du PowerPoint. C'est difficile de se retrouver dans un grand groupe. Bon, et donc tu repars là, donc avec un SPAC. Alors, donc on en dit un mot de ces Special Purpose Acquisition Company là, dont tu es le président d'ailleurs, c'est ça Oui, tout à fait. On a créé un SPAC avec Eric Maris et Fabrice de Montagne, mais on y reviendra. Un SPAC, c'est un objet, c'est un outil financier, un SPAC. Ouais. C'est un objet qu'on va coter en bourse en levant des fonds avec une thèse d'investissement. Et nous, notre thèse d'investissement, c'est que la transition énergétique, elle rentre dans une nouvelle phase, qu'elle a besoin de beaucoup de financement, d'où l'intérêt d'avoir accès à la cotation, mais qu'elle a également besoin d'un nouvel écosystème pour transformer les acteurs. Et c'est ça qu'on apporte avec mes deux associés, Eric Maris et Fabrice Dumonteil, c'est un écosystème, des talents, des savoir-faire. On connaît un peu le sujet de l'énergie. Moi, j'ai quand même passé 17 ans... Ah non, mais on va y aller. Mais cette histoire, parce qu'aujourd'hui, toi, avec ton track record, tu dis, je veux financer, je veux faire 2-3 acquisitions dans la transition énergétique. Enfin, tu trouves de l'argent sans aucun problème. Tu n'as pas besoin de passer par cette histoire de SPAC. Si, ça rend les choses plus simples, en fait. Alors, c'est vrai que j'aurais pu trouver une autre manière de le faire. Te finance sans problème des acquisitions. Mais dans un contexte où la transition énergétique change vraiment de forme, où on va être dans une période avec une accélération inouïe dans les 30 prochaines années, sur une très longue période de temps, le SPAC offre quelque chose de plus à ce qu'on appelle dans la terminologie des SPAC la cible, qui est en fait l'ETI avec laquelle on va se marier. On lui apporte l'accès à la cotation. C'est-à-dire que non seulement l'ETI, elle va avoir accès tout de suite aux capitaux qu'on a levés, on a levé 215 millions, c'est très bien, mais en plus de ça, pour financer sa croissance future, qui va être très importante, elle a accès à la cotation et donc à des capitaux pour demain. Notre SPAC, c'est 3 choses. C'est des capitaux aujourd'hui, des capitaux demain parce qu'on est coté, et c'est... Oh, je sens le pitch préparé là. Le gars, c'est des capitaux aujourd'hui, des capitaux demain, et la troisième chose alors. Et des savoir-faire, des sponsors qui sont cohérents avec le Tu m'as pas encore dit sujet. Le meilleur des deux mondes. Normalement, vient assez vite le meilleur des deux mondes sur des pitchs comme ça, parce que souvent, des pitchs comme ça, le meilleur des deux mondes, nous avons l'expérience. Voilà. Bon, la cible, qu'est-ce que tu vas chercher justement là? Tu as dit une ETI, qu'est-ce que tu vas chercher? Les acteurs dans la phase 1 de la transition énergétique, grosso modo les 20 dernières années, ils se sont développés massivement à coup de subvention. Ça ne s'est fait que comme ça. C'était évidemment utile. On est passé de 0 renouvelable... Non, mais attends. Des producteurs? Tu cherches des producteurs ou tu cherches... Des développeurs... Mais des producteurs d'énergie, d'actifs de production. Voilà, c'est ça. Exactement. Qui ont plutôt un gros pipe de développement que beaucoup d'actifs. On n'est pas en concurrence avec les fonds d'infrastructure. Nous, notre thèse, c'est de dire on veut des pipes de développement pour devenir des vrais énergéticiens, pour aider ces entreprises à devenir des vrais énergéticiens. Historiquement, elles se sont développées un petit peu comme des boîtes d'immobilier. Elles développaient des projets, signaient un contrat long terme avec l'État, là où le projet était développé, et passaient au projet suivant. Là, maintenant, ça ne marche plus. Le robinet aux subventions est fermé. C'est terminé. Une énergie en particulier, il y en a une qui t'intéresse? Enfin, éolien, solaire, nucléaire, pourquoi pas, hydraulique, enfin... Il les faut toutes. Il les faut toutes. En matière de renouvelable, il les faut toutes. Il les faut toutes. Parce que... Donc tu veux un acteur qui aille sur toute la gamme de la production d'énergie. Qui soit capable d'aller sur la gamme. L'idée, c'est que on prenne un acteur de la phase 1 et que parce qu'on connaît un peu la musique du secteur, de l'énergie, qu'on l'aide à devenir un acteur de la phase 2, Alors, à se diversifier. Il y en a un de la phase 1 quand même, en l'occurrence pas très loin de tes sphères d'investissement, il s'appelle Neoen.
Neoen qui appartient en grande partie à Jacques Veyrat, c'est ça? Je dis pas de bêtises, hein, Tout à fait, Xavier. oui, Jacques Veyrat, avec lequel tu avais monté Direct Énergie, qui reste encore d'ailleurs, je pense, plus ou moins dans l'orbite de ce SPAC. Donc c'est ce type d'acteur-là, même si c'est pas celui-là évidemment, il est déjà coté lui, mais c'est ce type d'acteur-là que tu veux... Alors c'est ce type d'acteur-là avec une différence, c'est que Neoen est déjà très gros. C'est une capi de 3 milliards, un peu plus, Neoen. Nous, on cible plutôt une entreprise capi 500 millions, 1 milliard, et pas tellement pour la taille de la boîte ou pour sa capi, surtout pour le niveau de maturité que ça représente. Dans cette tranche des 500 à 1 milliard d'euros de capi, il y a beaucoup de TI en France et en Europe qui sont là, qui savent que la transition énergétique change de forme et qui se disent « j'ai besoin de capitaux, mais j'ai aussi besoin qu'on m'aide à devenir un énergéticien ». Et donc, c'est ça notre thèse, et c'est ça qui nous excite, parce qu'il y a une vague inouïe qui arrive sur le sujet. Il se trouve que j'ai discuté ici avec le patron de Neoen qui est venu, c'est très très intéressant. Et sur cette transition énergétique et sur ces actifs aujourd'hui autour des renouvelables notamment, les énormes pétroliers sont en train de mettre des masses de pognon considérables. Eux, ils vont faire une mutation. Alors, tu connais mieux les chiffres que moi, mais je crois que Total, par exemple, c'est l'ambition assez vite dès l'année prochaine, c'est 10 gigawatts par an de renouvelables. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Et tout le monde devrait s'en réjouir d'ailleurs. Non, mais tout le monde devrait s'en réjouir. Ceux qui critiquent Total parce que c'est un pétrolier. Total, BP, les Américains vont s'y mettre forcément, même si aujourd'hui ils continuent à dire qu'ils font du pétrole. Voilà, ils vont s'y mettre forcément. Il y aura de la place pour des acteurs de petite taille justement pour trouver des projets intéressants. Il y a de la place pour tout le monde et il n'y a pas assez de monde. La vague, disons-nous que la production d'électricité d'ici à 2050 va être multipliée par 2. Ouais, quand on veut transférer du pétrole vers... si on veut atteindre la neutralité carbone, il faut quitter le pétrole et aller vers l'électricité. Ouais, et cette électricité, donc x2 en demande d'électricité, mais cette électricité, elle va être de plus en plus produite par du renouvelable. Aujourd'hui, dans le monde, c'est à peu près 10% la part du renouvelable. Ça va devenir plus de 50-60% à horizon 2050. Ça fait une croissance en moyenne dans le monde de plus de 25 à 30% par an pendant 30 ans. Alors, heureusement qu'il y a des Total, des Enel et d'autres, mais heureusement aussi qu'il y a des ETI de taille intermédiaire, beaucoup françaises, j'espère, beaucoup européennes, évidemment, qui vont se coller au sujet et qui vont apporter de l'innovation et faire des choses que les gros ne savent pas faire. Alors, qu'est-ce qu'ils ne savent pas faire ? Les gros ont du mal à combiner les choses, parce que les gros segmentent, les gros process, les gros disent... Ouais, les gros font gros, quoi. Voilà, quand tu fais de la production renouvelable, tu es dans telle division. Quand tu fais de l'accès au marché, tu es dans telle autre division. Or, aujourd'hui, dans le monde où les subventions vont s'arrêter, la valeur des actifs va venir de la combinaison des uns avec les autres. Le solaire, les batteries à côté, la capacité de mutualiser plusieurs sites de production, de générer plusieurs optionnalités qui vont avoir de la valeur sur le marché. Les actifs vont enfin prendre leur vraie valeur. Auparavant, c'était une valeur de rente quasi immobilière. C'est vrai. Et donc, pour ça, il faut combiner. Et la combinaison, c'est plus facile quand une seule et même entreprise à taille qu'on peut embrasser globalement est capable de la gérer. Non, mais c'est intéressant. On revient sur, alors, certains parlent de délire, peu importe, les thèses de Rifkin autour d'une énergie très décentralisée, de smart grid, d'autoproducteurs, d'éléments comme ça. C'est ça qui t'intéresse aujourd'hui, Xavier ? Enfin, ce sera un des segments de la production d'énergie. L'hydrogène, on aurait pu citer l'hydrogène, évidemment. Tout ça va faire partie de l'équation. C'est aussi l'hydrogène, c'est des capitaux considérables qu'il va falloir pour avancer sur ce sujet. Sur la partie électrolyseur ? Ah oui, sur la partie production, il y a encore beaucoup de choses à faire, même en termes de découverte et d'avancée technologique. On est d'accord, Xavier ? Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire, mais dans les périodes... c'est une période quand même inouïe qui s'ouvre là. Et c'est pour ça que moi, ça m'excite comme m'excitait la période de 2003 quand le marché s'est ouvert. C'était une disruption qui était réglementaire. Pour le coup, le marché s'ouvrait à la concurrence. Là, la disruption, elle est multiple. La disruption, elle est qu'il y a une accélération quasi obligatoire devant nous. L'AIE, tout le monde a vu le rapport de l'AIE qui a changé de pied en disant il faut un Big Bang dans le secteur. Alors justement, non mais j'en profite, vous resterez avec nous et on vous rediffusera Benjamin Louvet et l'étude complète justement qu'il a faite autour de ce rapport de l'AIE. Ce sera à la fin de cette émission. Et donc oui, accélération inouïe, disruption technologique inouïe parce que plus de pétrole. Et puis parce qu'il faut arriver de l'hydrogène, parce que voilà, donc des disruptions majeures et puis une disruption financière, c'est que
tu peux subventionner 10% de ton mix électrique à la limite, parce que ça commence à couiner partout, on le fait, en France aussi. Mais jamais de la vie, on subventionnera 30% ou 50% du mix de production électrique. Donc, le robinet aux subventions est terminé. Donc, c'est toute une série de disruptions qui sont extrêmement excitantes. Et donc, nous, pour revenir à la question, quel acteur on cherche? Un acteur, c'est une ETI avec un management en place qui a envie de jouer la phase 2 et qui se dit, voilà, j'ai envie, ces trois entrepreneurs qui ont créé ce SPAC, ils vont m'apporter quelque chose et j'ai envie de me marier avec eux. Donc en gros, la phase 1, c'est le gars qui est monté grâce aux subventions, on va le dire comme ça, parce que tu as beaucoup répété quand même là, donc c'est vraiment un fait majeur, qui est monté grâce aux subventions, mais qui n'était pas un chasseur de primes. Donc le gars reste solide, sérieux, intéressant, et à ce moment-là, tu lui permets... Il sait que le monde change. En termes de géographie, qu'est-ce qui t'intéresse? Siège en Europe. Et la géographie, dans le monde de l'énergie, tout est dans la diversification toujours. Et donc, une diversité géographique. Alors, évidemment, des actifs en Europe, mais partout dans le monde. Des actifs partout dans le monde, là où il y a une opportunité de le faire. Alors, pas disséminer. Quand on dit qu'on veut combiner des actifs les uns avec les autres, il faut quand même créer des clusters régionaux pour avoir des tailles critiques régionales là où on s'implante. Avoir quelques mégawatts répartis dans 200 pays dans le monde n'a aucun sens. Et donc, tu vas refaire une nouvelle compagnie d'électricité, quoi, Xavier. Exactement. Ouais. Un énergéticien. C'est toute la thèse. Direct Énergie, c'est toute la thèse, mais en partant... c'est assez marrant comme comparaison. La disruption, à l'époque de Direct Énergie, c'était une disruption à l'aval, la fourniture. Ouais. Les consommateurs pouvaient changer de fournisseur. Oui, c'est vrai. Tu crées une boîte sur une disruption, c'est assez logique. Mais c'est vrai que tu as mis du temps à faire ton propre outil de production. Et petit à petit, tu montes parce que tu te dis, tu as besoin d'être intégré. La valeur est dans la combinaison, dans l'énergie. Donc, tu as besoin de combiner l'aval et l'amont. Et donc, tu montes. Là, c'est l'inverse. La disruption, elle est à l'amont. Donc, on part de l'amont. Et puis, comme on n'a plus de subventions, il va falloir trouver des débouchés. Les débouchés, c'est le marché. Les débouchés, c'est les clients. Les gros clients B2B. Donc, oui, évidemment, le changement de pied de ces ETI-là, ça va être de devenir des énergéticiens. Et nous, on veut les aider à ça. Bon, et on va voir, là, encore, pendant 3 quarts d'heure, la révolution de l'énergie. Tiens, et on va démarrer, alors. Donc, j'ai dit, Benjamin Louvel, le rapport de l'AIE, l'AIE, qui est très, très intéressant. Dominique Louis, le patron d'Assystem, que tu connais forcément. On n'a pas parlé du nucléaire, là. Lui parle du nucléaire, et fortement du nucléaire. Donc, vous allez voir ça. Mais pour commencer, peut-être... je ne vais pas dire, je plaisante, une petite cible pour toi. Mais ça montre quand même aussi ce qui est très, très intéressant. Là, c'est... Alors, la boîte s'appelle GEPS, je ne sais pas si tu la connais. Non. Vous allez découvrir ça, c'est la puissance des marées, la puissance des courants. Derrière, ça peut être des digues dans des ports bretons qui vont produire suffisamment d'énergie pour éclairer le port, pas beaucoup plus. Mais tout cela donne quand même effectivement un foisonnement entrepreneurial passionnant. Donc voilà, on va voir ça et on redémarre avec GEPS. On repart les amis, on repart donc avec Jean-Luc Longeroche qui est avec nous. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Qui est le patron de GEPS Techno, GEPS, qui est installé sur la presqu'île de Guérande, les amis, quand même. Parce que tout le monde discute du job de rêve. Moi, je l'ai trouvé, le job de rêve, c'est d'aller bosser chez on recrute régulièrement. Mais oui. Mais ça doit être... Parce que, alors on va parler, vous travaillez, alors donc Ocean Tech, etc., les recherches d'énergie et tout, donc je pense que vous êtes à la recherche de talents sur l'énergie, sur la physique, sur l'ensemble des fluides, etc. Mais ça doit être un atout considérable que de travailler à Guérande, quand même. Alors c'est un atout, notamment on attire beaucoup de gens qui ont un lien particulier avec la mer. Ensuite ça reste une difficulté parce qu'il y a aussi un certain nombre de gens qui choisissent plutôt les grandes métropoles et on est à 1 heure de Nantes. Donc ça dépend, c'est parfois un avantage, parfois un inconvénient. Avec le télétravail, on va peut-être pouvoir gérer les deux. Bon... Parlons d'un mot, parce que je disais à la découverte de l'Ocean Tech, parce que c'est vrai qu'on en parle assez peu finalement. C'est l'un des versants de cette richesse des océans finalement à exploiter sur lequel vous vous penchez, vous, c'est l'énergie, mais d'une manière générale. Est-ce qu'il y a là aujourd'hui, et alors particulièrement avec la façade maritime qu'on a nous, des richesses inexploitées, un potentiel sur lequel on n'innove pas assez et on ne va pas assez travailler? Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, c'est sûr qu'il y a un potentiel. Alors, inexploité, je ne le dirais pas, parce qu'il y a énormément aujourd'hui d'initiatives liées à l'océan, au sens large, qui... je pense à l'algoculture, je pense aux choses dans l'aquaculture, il y a forcément l'énergie. Jean-Luc, à chaque fois, c'est des petites initiatives, c'est des labos de recherche, c'est des choses comme ça. Mais regardez tout simplement sur l'éolien en mer, mais on a un retard, je ne sais pas, peut-être de 10 ans par rapport aux Britanniques, par exemple.
C'est certain. On est quand même en train de le combler à marche forcée. Aujourd'hui, une de nos filiales est chargée de faire toutes les mesures de vent préalables au lancement des nouveaux appels d'offres éoliens en mer pour la France. Et notamment à l'occasion du Covid, il y a eu une très forte accélération. On devait faire 2 campagnes l'an dernier, on est en train d'en faire 8. Donc on est vraiment en train de préparer cette accélération. Les premiers champs sont en train de voir le jour. Le premier champ est sur le banc de Guérande à côté de Saint-Nazaire. Donc oui, ça arrive. Oui, on a pris du retard, mais les choses changent et changent vite. Donc la base de votre réflexion à vous, et elle est absolument passionnante, c'est vieux comme l'usine marémotrice de la Rance, qui est un petit peu au nord, là, pas très loin de Saint-Malo. C'est l'idée qu'il y a une force dans ces océans dont on doit pouvoir tirer de l'énergie. Oui, alors l'idée de départ de GEPS Techno, c'était même de se dire il y a plusieurs forces. C'est-à-dire quand on est en mer, on a le vent, on a la houle, on a le courant, on a le soleil. Et donc c'était vraiment d'arriver à combiner tout ça sur un seul et même flotteur et puis d'être capable de s'adapter précisément à l'endroit où est notre client en disant si vous avez plus de houle, on prend plus de houle. Si vous avez plus de vent, on prend plus de vent. Vos clients principalement sont des plateformes aujourd'hui. Alors c'est aujourd'hui, ça va être par exemple le pétrole, mais ça va être l'éolien marin qui a aujourd'hui, qui sur certaines utilisations met en œuvre des groupes diesel et on va leur proposer de les remplacer par des énergies renouvelables. Non mais quand je disais plateforme, c'est-à-dire ce sont des situations stables. Oui, voilà, c'est ça. Et donc vous étudiez vous la situation là où ils sont. Oui. Exactement. Et vous imaginez la solution énergétique qui va être la plus écologique et la plus rentable. Exactement. Ils nous donnent leurs besoins vraiment en disant on a besoin de telle énergie à telle fréquence et telle manière. Et nous, on observe, je dirais, ce qui se passe et on leur dit avec telle plateforme, on va répondre à votre besoin. La houle, on peut récupérer l'énergie de la houle ? Alors, on peut récupérer l'énergie de la houle. Aujourd'hui, il y a près de 150 projets à travers le monde qui essayent de récupérer l'énergie de la houle. Qui essayent. On est, je dirais, à l'échelle mondiale, on est aujourd'hui 3 ou 4 sociétés à avoir atteint le stade commercial. Qu'est-ce qu'on voit là ? Alors, décrivez-moi ce qu'on voit là, Jean-Luc. Donc, c'est une plateforme jaune avec je la décris pour ceux qui nous écoutent en podcast ou à la radio. Elle est blindée de panneaux solaires. Ok, ça, panneaux solaires, on sait faire. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a de plus, justement Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus ? Dans la tranche du milieu de la plateforme, vous avez une espèce d'étoile qui est remplie à moitié d'eau. Et chaque fois que la plateforme va basculer autour d'un de ses axes, vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté, l'eau va se mettre en circulation et on va récupérer cette circulation d'eau avec une turbine. Et avec cette turbine, on va fabriquer de l'électricité. Mais alors, on fabrique de l'électricité, mais de quoi ? De quoi allumer une ampoule ? De quoi faire chaud ? Il me dit plusieurs ampoules. Plusieurs ampoules. Alors, ça dépend de la taille des ampoules, mais de quoi ? Aujourd'hui, ça se calcule en kilowatts. En mégawatts. On est en centaines de kilowatts installés. En centaines de kilowatts, oui, voilà. Et on va produire. Alors, une des grandes richesses de la houle, c'est que c'est une ressource qui est plutôt très stable dans le temps. Donc c'est assez rare qu'il n'y ait vraiment pas de houle et c'est aussi assez rare qu'il y ait des très grosses tempêtes. Et encore, on est capable de produire, on écrète entre guillemets, mais on est capable de produire en période de grosses tempêtes. Et donc on va, en fait, avec une plateforme comme ça, on va être capable de livrer quelques dizaines de kilowatts de manière très permanente. Alors, on s'adresse clairement pas au réseau. On va pas chercher à se connecter au réseau EDF et à remplacer les centrales nucléaires. Nous, on cherche des gens qui ont besoin d'alimenter des skis de pompe au fond de l'eau. Alors, donc, typiquement, on retombe sur les usages industriels qui sont en mer. Ouais, tout à fait. Et alors, est-ce qu'on peut regarder il y a un truc, moi, j'ai envie qui m'intéresse beaucoup, qui se rapproche un petit peu, d'ailleurs, du dispositif de la Rance, finalement. Oui. Je me souviens, c'est-à-dire, c'est un musée aujourd'hui, parce que je l'ai visité, moi, il y a pas très longtemps, l'usine marémotrice. Non, elle tourne encore. Elle continue à fonctionner. Elle continue à fonctionner. Mais on peut la visiter. On peut la visiter. Assez librement. Ça reste un outil intéressant construit dans les années 60, je crois, d'ailleurs. Ça doit être ça, oui. C'était une époque où, justement, voilà, la France industrielle avait de grandes ambitions. Une grande innovation. Voilà, une grande innovation, une grande ambition. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? Donc on a une digue portuaire, c'est ça ? Donc là, l'idée, c'est un projet qu'on porte avec le groupe Legendre. Ça a vraiment été... le groupe Legendre souhaitait se lancer dans la construction de digues et est venu nous voir en nous disant qu'est-ce que vous pouvez nous proposer d'innovant. Et donc, on a proposé de récupérer l'énergie des vagues, plutôt qu'elles viennent se casser sur la digue et qu'elles ne servent à rien. On a installé un dispositif alors complètement différent de celui de nos plateformes,
à l'intérieur de la digue. Donc c'est un système de volets qui va d'avant en arrière. Mais alors, c'est des volets qui font la taille de la digue. Attention, je veux le préciser. Donc c'est des volets qui font quoi, 1,50 m, 2 m de haut là Non, c'est des volets qui font 6 mètres de haut par 20 mètres de long. Ah ben oui, voilà. On fait rarement dans le petit. En mer, ceci dit, en mer, 20 mètres par 6, c'est une taille tout à fait raisonnable. En quelle matière ? Aujourd'hui, les premiers prototypes seront avec un volet métallique et une ossature béton. Voilà, c'est ça. Et c'est le battement de ces volets qui va entraîner une génératrice. Exactement. Alors c'est un système il y a justement plusieurs projets houlomoteurs qui ont cherché à utiliser ce système du volet, mais plutôt posé au fond de l'eau et pour alimenter le réseau. Et on est les premiers à avoir eu l'idée de transformer ce concept pour en faire un concept de digue énergisée, sur lequel aujourd'hui on a énormément de contacts entrants, c'est-à-dire clairement le marché attendait cette solution-là. Mais c'est fascinant, Mais là encore, quelle puissance on arrive à générer ? Alors là, on va commencer à être très rapidement sur des mégawatts, parce qu'on est sur des tailles significatives, et à partir du moment où on a une houle, les endroits où on pose des digues, c'est quand même des endroits où justement il faut se protéger de la houle, donc on a souvent un bon gisement. Donc là, on parle de pouvoir installer des mégawatts, voire des dizaines de mégawatts sur une digue. Oui. Et donc là, on a sur la digue qu'on voit qui... Alors, c'est évidemment une recomposition. Hein, voilà. C'est pour l'instant une image de synthèse. Voilà, pardon, c'est ce que je cherchais, une image de synthèse. Mais on voit une toute petite partie de la digue qui est réalisée comme ça. On ne pourra pas faire plus, c'est-à-dire qu'il va y avoir un problème de sécurité si jamais on étend davantage. Non, absolument pas. Cette image, en fait, elle reflète ce qui devrait... Le projet qui devrait s'installer, on va dire, en 2023, avec le premier prototype qu'on va créer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a prévu d'installer 3 alvéoles de 20 mètres de long. Mais ceci dit, si c'est convaincant et si les collectivités territoriales de la zone concernée sont intéressées, on peut tout à fait... Alors, on ne fera jamais toute la digue, puisque évidemment, la partie de la digue la plus proche de la terre récupère peu de houle et c'est un peu un non-sens économique. Je comprends. Mais par contre, on n'a aucune difficulté j'ai envie de dire... On a vu quelques appels d'offres passer. Et donc ce sera où ça ? Parce qu'on voit bien la baie derrière, ça fait village breton, un peu Bretagne Sud. Aujourd'hui, on est en discussion avec la région Bretagne pour essayer de trouver la bonne localisation pour installer cette première digue. Ah oui, c'est l'image parfaite effectivement de la baie du village breton. Là, ouais, vous l'avez parfaitement recomposé. Et cette énergie, elle ira alimenter quoi à ce moment-là ? Des services portuaires ? Alors, évidemment, on va essayer de privilégier plutôt l'autoconsommation, parce que les zones portuaires sont des zones dans lesquelles il y a plutôt beaucoup de consommateurs électriques. Mais on pourrait imaginer des choses un peu différentes, comme par exemple produire de l'hydrogène pour alimenter directement des navires de pêche à proximité ou d'autres navires. Donc il y a plusieurs utilisations. Juste pour terminer, je dois avouer, alors je crois que c'était Naval Group qui avait immergé, mais alors... Ça s'appelait une hydrolienne, hein, oui. Ça s'appelle d'ailleurs toujours. Je crois qu'elle est toujours au fond de l'eau et puis que non, ou alors ils l'ont sorti. Je pense qu'ils l'ont sorti. Oui. Ils l'ont sorti, oui, je crois qu'ils l'ont sorti d'ailleurs justement. Mais vraiment quelque chose de gigantesque qui alors aspirait l'énergie des courants marins et notamment du plus puissant peut-être du monde, je crois, au large de la pointe du Raz. C'est-à-dire on ne peut pas voir trop gigantesque non plus. C'est toute la difficulté dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Ça reste de l'expérimentation. Alors je dirais pas ça. Chez GEPS, on défend un principe qui est de dire ça sert à rien de fabriquer quelque chose de 500 mètres de diamètre si on n'est pas capable de le réussir sur quelque chose qui fait 10 mètres de diamètre. Et donc, on a systématiquement la plateforme qu'on voyait tout à l'heure, qui fait aujourd'hui 24 mètres de long. On a commencé par faire des plateformes de 3 mètres de long qu'on vend aujourd'hui, qui marchent. Et donc, ce qu'on sait faire sur 3 mètres de long, on commence à bien savoir le faire sur 25 mètres. Et peut-être qu'un jour, on le fera sur quelque chose de 100 mètres de long. Mais enfin, nous, notre conviction, c'est on ne se lance pas... ça ne sert à rien de fabriquer quelque chose de très, très gros si on n'est pas capable de résoudre les petits problèmes d'abord. Et dans l'hydrolienne, je pense que voilà, il a fallu une phase d'apprentissage. Il y a aujourd'hui des projets français, je pense à Sabella et HydroQuest, qui aujourd'hui continuent à avancer, connaissent une bonne réussite. Et alors, c'est beaucoup de PME. Aujourd'hui, force est de constater que les gens qui avancent vite, c'est beaucoup de PME. C'est beaucoup de PME. Avec quand même des... Parce que c'est ce que montrent très très bien les vagues et cette digue.
c'est quand même là pour l'éternité, quoi. Donc, on est vraiment au cœur de ce que peut être le renouvelable. Voilà. Ouais. Donc, c'est sincère. Magnifique, en tout cas. Magnifique. Merci pour tout ça, Jean-Luc. Donc, Jean-Luc Longeroche, hein, le patron de GEPS Techno sur la presqu'île de Guérande, avec des bons et des mauvais côtés. Et nous, on continue Bismart. On repart, les amis, on repart avec Dominique Louis. Bonjour Dominique. Bonjour Stéphane. Le patron d'Assystem, déjà venu nous voir, hein, Dominique, qui m'a appris énormément de choses sur l'énergie nucléaire. Ça tombe bien, c'est votre métier, Dominique. Voilà, Assystem assiste justement hein, l'ensemble de ceux qui construisent aujourd'hui des réacteurs à travers la planète. La Chine, la Russie, c'est-à-dire en ce moment, par exemple, l'activité nucléaire, c'est où en ce moment? Alors, les réacteurs qui se construisent en Chine. La Russie a vendu une trentaine de réacteurs dans le monde. Nous, on les assiste en Turquie, en Égypte, en Finlande. La Grande-Bretagne. Il y a à la fois Hinkley Point, mais il y a aussi Sizewell. Donc, et puis, il y a des intentions qui sont en train d'apparaître, la Pologne, la Tchéquie, la Hongrie. Donc, ça tourne, en fait. C'est-à-dire, tu viens pour ce bouquin, hein, ouais. Énergie nucléaire, le vrai risque, qui est quand même un peu la copie d'un bouquin que tu avais déjà écrit il y a à peu près 2 ou 3 ans, hein, Dominique. Oui, mais il ne faut pas se renier. Non, il ne faut pas se renier. Et surtout, ça converge. Et alors, juste, je le précise, le bouquin, alors, chose très, très intéressante, c'est... alors, au début, ça perturbe un peu la lecture. Il est connecté. Il est connecté, voilà. Hein, il est connecté, donc il y a un site qui va avec, ouais. Et l'ensemble des graphiques, l'ensemble des sources, l'ensemble des chiffres que tu mets en avant, on les retrouve sur le net. Pourquoi on a fait ça ? Parce que les chiffres, ils vont évoluer dans le temps. Ce qui est dit dans le livre, dans 2 ans, dans 3 ans, ça restera vrai. Tandis que toutes les courbes, les statistiques, ça va évoluer. Donc, ça a été ça l'idée du site connecté. Il faut qu'on aille, droit au but. D'abord, le premier point, c'est que tu insistes sur l'idée qu'il faut bien se mettre dans la tête que la consommation d'électricité va augmenter. Oui. Voilà, c'est la clé de tout, en fait. C'est la clé de tout. Et pourquoi ? Parce que on a besoin d'énergie décarbonée. C'est la principale énergie décarbonée. Si on regarde dans le monde aujourd'hui, 40% des rejets de carbone sont liés à la production d'électricité. Donc, il faut décarboner la production d'électricité. Et une fois qu'on l'a décarbonée, il faut étendre les usages de l'électricité. Et il faut bien avoir en tête... Tu donnes des chiffres qui sont... Je ne les avais pas en tête. Le Vietnam, sur la période 2007 au Vietnam, donc sur la période 2007-2017, c'est-à-dire, ces gens-là veulent nourrir leur croissance. Oui. C'est ça, hein, Dominique. Oui. Et personne ne les empêchera de nourrir leur croissance. Exactement. Et donc, si on regarde des données brutes, même pour la France, on a des économies d'énergie qui vont être énormes, mais en net, avec les nouvelles consommations, on augmente. Oui, mais on augmente très, très légèrement. Très, très légèrement. Mais par contre, à l'échelle de la planète, pour un certain nombre de pays, entre la démographie et l'amélioration du niveau de vie, là, on est sur des logiques de doublement, voire plus. Et ça, c'est le charbon qui le nourrit. C'est-à-dire, le chiffre que tu donnes sur le Vietnam, bon Dieu, 11% d'augmentation chaque année de la consommation de charbon sur la période 2007-2017. En Inde, le taux est de 5,7%. Aux Philippines, 11%. Indonésie, on parle des populations les plus importantes de la planète. Hein. 4,7% d'augmentation de consommation de charbon tous les ans. Tu t'arrêtes en 2017. Parce que c'est le moins cher. Mais bien sûr. Tout simplement. Le charbon, c'est le moins cher, mais c'est le plus polluant. Donc, il faut éradiquer le charbon. Par quoi on va l'éradiquer? Si on va aller au cœur du sujet, il y a 2 pistes qui sont des énergies pilotées, que sont l'hydraulique et le nucléaire, et puis des énergies intermittentes, parce que c'est ça le vrai sujet, comme l'éolien et le solaire. Et donc, en fait, il faut construire un mix autour de ça, et chacun, j'allais dire, va avoir sa recette en fonction de là où il en est. Oui, mais c'est là où, Dominique, où je te suis pas, parce que ces gens-là, comme tu dis, c'est moins cher, mais ils vont continuer à cramer du charbon. Alors, qu'est-ce qui, à un moment, va les faire réfléchir à l'idée de construire un réacteur nucléaire ou de construire des réacteurs nucléaires? C'était la tentative de la COP21 et de cette démarche au niveau de la planète, de dire de toute façon, on est tous dans le même bateau en termes de climat, ouais. Et de toute façon, les pays, entre guillemets, riches, ont intérêt à aider ces pays-là à éradiquer le charbon. Parce que de toute façon, le CO2, ça ne s'arrête pas à la frontière. Donc c'est vrai que c'est une grande ambition, ce sera long, et dans ce cadre-là, il faut avoir des solutions efficaces. Et le nucléaire est une solution très efficace. Je comprends. Et c'est là que les discussions en ce moment à Bruxelles sont fondamentales.
Alors voilà, le fameux sujet, ce mot un peu curieux de taxonomie. Taxonomie, le mot de l'année 2021. Voilà, qui est plutôt un mot qui s'appliquait à la biologie. Aujourd'hui, c'est une victoire, mais logique. C'est-à-dire que le Conseil d'experts européen reconnaît que le nucléaire a des avantages en termes de faible émission de carbone et n'a pas d'inconvénients significatifs, donc est classé comme une énergie verte. Attends, tu vas trop vite, parce que alors, ceux qui suivent ça ont compris. Taxonomie, ça veut dire qu'en ce moment, Bruxelles, et ce sera derrière une discussion parlementaire, oui. Est en train de définir ce qui est un investissement vert et ce qui ne l'est pas. Absolument. Voilà. Et donc, on va avoir toute une liste. Absolument. Là où je comprends l'enjeu que je n'avais pas en tête en t'écoutant, c'est que si on veut, par exemple, que nos grandes banques aident les Vietnamiens à sortir du charbon, oui. Il est impératif que le nucléaire soit dans les investissements. Absolument, soit une énergie verte, parce que sinon, il y a tout un ensemble de financements qui ne pourront pas être fléchés vers le nucléaire. Donc l'enjeu, il est fort. Et il est mondial, il n'est pas seulement européen. Et il faut s'enlever de la tête que la transition énergétique, c'est sortir du nucléaire. Parce que de temps en temps, on a l'impression, quand on entend des discours politiques... On va y aller après, après. Moi, déjà, le premier truc qui me frappe, c'est sortir du charbon. Ouais. Avant de sortir du nucléaire, c'est sortir du charbon. Donc, sortir du charbon, une étape qui paraît logique, c'est de dire, on va remplacer le charbon par du gaz. Parce que le gaz, comme ça a lancé de la chimie un peu pour les nuls, hein, mais c'est une combinaison de carbone et d'hydrogène. Ça rejette moins de carbone que le carbone pur pour la même quantité d'énergie fournie. Tout à fait. Mais ensuite, les pays, si on prend l'exemple de l'Allemagne... Je ne vais pas dire de bêtises, mais on parle de quoi? On parle de 900 grammes du mégawattheure, et on tombe avec... Ça, c'est le charbon, et on tombe... Enfin, entre 600 et 900, ça dépend de la qualité du charbon, et on tombe à 250 à peu près en ce qui concerne le gaz, quoi. Hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je dirais que moi, on est à 12 pour le nucléaire. Les chiffres que j'ai en gros, c'est qu'une tonne de charbon émet 2 tonnes de CO2. Ouais. Oui, bah voilà, la chimie pour l'île, c'est ça. Voilà, voilà. C'est de la lignite à ce moment-là. Voilà. C'est du charbon très très sale. Alors donc, mais ça donne un ordre de grandeur. Et l'autre ordre de grandeur, c'est que 1 gramme d'uranium va donner la même quantité d'énergie que c'est une tonne de charbon. Et 1 centième de gramme de déchets ultimes. 1 centième de gramme. Attends, on va y aller sur les déchets. Moi, je veux revenir sur cette discussion passionnante au cœur de l'Europe. Et là, tu es très sévère avec l'Allemagne. Parce que là, on a un sujet finalement sur le nucléaire. Et ce sujet, il s'appelle l'Allemagne. Oui, parce que... Alors, sévère avec l'Allemagne et peut-être aussi avec nos gouvernants. Parce que finalement, si la Commission européenne est quand même très influencée par le point de vue allemand, on a une part de responsabilité, on l'a laissé faire. Et puis l'Allemagne, il y a quelque chose qui est incompréhensible. Puisque l'Allemagne a du charbon, du nucléaire et lance des investissements énormes dans le renouvelable. La logique, c'est de dire, j'arrête d'abord mon charbon, c'est la priorité, c'est ce qui rejette le plus. Pour des raisons politiques, je ne veux plus de nucléaire, puis j'arrête le nucléaire. Or là, les Allemands aujourd'hui ont décidé d'arrêter le nucléaire, ont redémarré une centrale à charbon pour remplacer Fessenheim, et puis aujourd'hui, avec les renouvelables, essaye de faire en sorte de tous nous emmener dans la même logique pour pouvoir s'interconnecter, parce qu'en gros, l'Allemagne, les éoliennes sont au nord, et les consommations d'électricité sont au sud. C'est un peu le sujet. Donc si c'était d'autres pays qui pouvaient alimenter le sud, etc., donc on voit bien qu'il y a il y a une incompatibilité aujourd'hui d'approche, c'est-à-dire que le nucléaire, c'est une énergie qui peut suffire à elle-même pour approvisionner un pays. Attends, mais je veux rentrer dans le détail de ton bouquin, parce que là aussi, ça m'a fait tilt. Dans l'idée, on reprend l'exemple du Vietnam. Ouais. L'un des éléments pour lui dire il faut que tu abandonnes le charbon, c'est le prix du carbone. C'est une taxe carbone aux frontières européennes. Je résume, les Vietnamiens, vous voulez toujours nous exporter des produits, mais simplement s'ils sont faits avec du charbon, vous allez perdre toute votre compétitivité. Donc ça, c'est un peu la menace, c'est un peu le bâton. Oui, et puis, sauf que ce que tu expliques, c'est que c'est les Allemands qui freinent des cas de fer parce qu'ils tournent eux-mêmes encore au charbon et au gaz. Voilà le problème. Et le discours allemand, c'est demain. On est en transition, c'est demain. Donc, demain, comme aurait dit ma grand-mère, on compte les œufs dans le cul de la poule. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est effectivement pas celle-là. Et il y a un autre élément aussi important, c'est derrière ces pays qui produisent l'électricité, il y a des consommateurs. Quel est le prix du consommateur ?
pour le kilowattheure. Et ça, c'est un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde des chiffres un peu bruts, quand on regarde c'est-à-dire quand on enlève tous les dispositifs de subvention. Oui, voilà. Et puis si on essaye surtout d'être très simple, parce que c'est très difficile de dire quel est le prix d'un kilowattheure qui sort d'une éolienne, si vous voulez. J'allais dire, si je fais de l'humour, ça dépend du vent. Par contre, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que quand on construit une centrale nucléaire, si on la construit pour 80 ans, elle fait 1800 mégawatts, elle produit 7500 heures par an, donc on va produire tant de kilowattheures. Et là, je veux dire, c'est 1080 térawattheures. Quand on prend une éolienne, les plus compétitives, l'éolienne type Wesson, c'est-à-dire des éoliennes de 8 mégawatts, elles produisent pendant 3750 heures, on dit en gros 50% de... Quand il y a du vent, quoi. Quand il y a du vent, mais 50%, et on la construit pour 20 ans. Quand on fait la même multiplication, on arrive à 0,6 térawattheures. Donc, quand on veut l'équivalent entre un EPR en éolienne, on divise 1080 par 0,6 et on tombe sur 1800 éoliennes. Et une éolienne, ça coûte 40 millions d'euros. Donc 1800 éoliennes, ça fait 72 milliards. Et un EPR, même à 15 milliards, il est encore ultra compétitif. Dominique, je ne vais pas te suivre là-dessus parce que... Non, parce que tu peux pas... Le monde du nucléaire ne peut pas nous dire d'un côté... ok, on n'arrive pas à construire un EPR en Europe, on n'est pas foutu de le faire, mais vous inquiétez pas, il va y avoir un effet de série et les prix vont s'effondrer, et pas tenir le même raisonnement pour les éoliennes en mer. Là aussi, tu vas avoir un effet de série massif, et là aussi, tu peux penser que... Mais moi, je voulais pas t'amener sur... On peut pas aller sur tous les sujets. Okay. Moi, je voulais rester sur ce que tu m'apprends sur le comportement de l'Allemagne, qui a fait, tu l'écris, un choix économique et social, et qui met maintenant, donc, d'arrêter le nucléaire, et qui met maintenant tout en œuvre pour le valider et donc freiner la mise en place d'une taxation carbone qui pénaliserait fortement son industrie, quitte donc à refuser, et quitte à se mettre entre les mains de Poutine. C'est ça l'autre sujet. Alors, quand même. L'autre sujet, c'est le fameux, c'est le gazoduc, voilà, Nord Stream 2. Même Trump, avec son franc-parler, avait effectivement épinglé Angela Merkel en lui disant que c'était scandaleux de se mettre entre les mains. Les entreprises américaines n'ont pas le droit, enfin c'est ambigu, mais a priori, n'ont pas le droit de travailler sur Nord Stream. Voilà, effectivement. Donc, on voit bien que l'enjeu, c'est le tout économique en Allemagne. C'est la protection de ces industries, c'est comme la protection de cette filière charbon, ces filières chimiques, parce que le charbon ne sert pas uniquement à faire de l'électricité. Donc, on voit bien que l'Allemagne a cherché à entraîner toute l'Europe dans la direction qui l'arrange. Et que la position de la France avec maintenant ces 56 réacteurs nucléaires... Oui, parce que là aussi... Ça gêne. Oui, mais enfin, nous aussi, on est en plein conflit d'intérêts. Toi aussi, t'es en plein conflit d'intérêts quand même. C'est-à-dire, nous, notre position pro-nucléaire, elle est aussi le résultat des choix qu'on a faits dans les années 70 et dans les années 80. Oui, mais simplement, quand on regarde, on met ça sur la table, on a le kilowattheure quasiment le moins cher d'Europe, et c'est nous qui émettons le moins de carbone en production d'électricité. Ouais. Donc, on a peut-être le droit de s'exprimer. Pour une fois qu'on est performant, et d'un point de vue industriel, et d'un point de vue économique, on peut peut-être un tout petit peu la ramener. C'était pas le but, c'était pas du tout le but des pères fondateurs du programme. Voilà. C'était l'indépendance énergétique, et aujourd'hui, ça coche toutes les cases. Parce que ce que tu écris aussi, c'est que donc, l'Allemagne a un plan de développement d'énergie renouvelable considérable. Oui. Et visiblement impossible à atteindre quand on fait les calculs. Quand on fait les calculs, quand on voit la contribution aujourd'hui à la production d'électricité versus les investissements qui ont été faits, ça sème un doute certain sur l'efficacité à long terme quand même des renouvelables. Et donc, on voit bien qu'effectivement, pour que ça marche, il faut le gaz. Et c'est logique. On remplace du charbon extrêmement polluant par un tandem renouvelable, qui nécessite des investissements lourds, c'est-à-dire c'est une infrastructure qui coûte cher, et donc finalement il faut amortir le coût, qu'elles produisent ou qu'elles ne produisent pas. Et à côté de ça, on fait des centrales à gaz qui ne coûtent rien, qu'on peut démarrer très vite et qui ne coûtent que quand on consomme du gaz. Ouais. Donc c'est pas stupide de marier l'éolien
avec le gaz. Centrales à gaz dont il faut dire d'ailleurs qu'elles ont été flinguées il y a 10 ans par l'ensemble des subventions qui ont permis le développement des énergies renouvelables. Hein. On est d'accord. Ça, c'était la grande bataille de Gérard Mestralet, l'ancien patron de GDF Suez à l'époque. Mais même s'ils arrivaient, tu écris, à ce plan vertigineux, leurs émissions seraient encore supérieures à celles de la France. Oui, bien sûr. Parce que l'équation française, elle est imbattable. Alors, il y a tout un tas, vous verrez évidemment dans le bouquin. Le sujet qu'on ne peut pas, j'ai presque envie de dire qu'on ne peut pas traiter, c'est celui des risques. Voilà. Ok, on a vu le rapport de Fukushima, zéro mort. On peut traiter les faits. On peut traiter les faits, voilà. Oui, c'est ça. C'est ce que tu dis. Tu dis à un moment, ça fait 60 ans qui tournent, 40 ans qui tournent. Voilà. Alors, on peut toujours dire qu'on a eu de la chance pendant 40 ans avec 58 réacteurs. Peut-être qu'aussi dans ce domaine-là, on peut dire que les Français, on n'est peut-être pas mauvais dans l'exploitation d'un parc nucléaire, qu'on a une autorité de sûreté nucléaire qui, quoi qu'on en dise, est efficace. Mais pas quoi qu'on en dise d'ailleurs. Enfin, je crois qu'elle est assez peu contestée. Il y a toujours les complotistes qui disent qu'il y a une entente, une connivence entre X-Mine, etc. C'est pas vrai. Ils ont discuté avec les ingénieurs d'EDF. Hein. Exactement. Et l'ASN a pouvoir pour arrêter un réacteur. C'est comme les autorités aériennes, le nucléaire en France. Alors qu'au Japon, j'allais dire, l'autorité de sûreté, elle était presque un peu comme la Cour des comptes. C'est-à-dire qu'elle a le droit de pointer toutes les anomalies, les dysfonctionnements, mais n'avait pas de pouvoir. Donc c'est un sujet de gouvernance. Aujourd'hui, la sûreté, c'est plus un problème de gouvernance que de technologie. Voilà, les technologies, il y a pas de problème. Il n'y a nulle part des incidents, il y a une différence technologique. Le sujet, c'est effectivement la gouvernance. Et alors, les déchets, là, tu l'exécutes en 2 temps, 3 mouvements. Oui, parce que... Non, mais j'ai appris, grâce à toi, le borosilicate. Oui. Et que les Égyptiens, déjà, on a trouvé dans les pyramides, justement, des éléments extrêmement stables, chimiquement, ces verres colorés. Et c'est ce qui a inspiré, effectivement, la logique de la vitrification. Les déchets les plus dangereux, mais qui ne représentent, je crois, qu'un millième, finalement, des... Oui, c'est ça, c'est un tout petit volume. C'est-à-dire que ça rentrait, si on ne les traitait pas, il n'y avait pas cette dissolution dans le verre, ça rentrerait dans cette pièce. 1 centième de gramme et donc, ils sont vitrifiés. Ils sont vitrifiés et ils sont mis dans une espèce de coffre-fort technologique souterrain, profond. Et puis, là, dans 500 ans, dans 600 ans, on les reprendra. Enfin, je veux dire, dès qu'on plonge sur le sujet, bien sûr, mais il n'y a pas de solution parfaite. Il y a un actif et un passif partout. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'amuse, c'est par exemple, dans les renouvelables, c'est que les verts ne jurent que par l'hydraulique. Quand tu regardes le bilan de la contribution des renouvelables, c'est qu'on nous dit, voilà, il y a eu tant de pourcents, c'est les renouvelables, et on s'aperçoit qu'à 95%, c'est l'hydraulique. Mais est-ce que les Verts, aujourd'hui, voudraient qu'on construise un barrage? Est-ce qu'ils accepteraient qu'on barre une vallée, qu'on inonde une vallée, comme on a fait à Serponçon? On a noyé un village, on a déplacé les populations. Donc on voit bien qu'il y a un actif et un passif partout. Donc ce qu'il faut, c'est que l'actif soit bien supérieur au passif. Voilà. Sérénité et donc les chiffres pour réfléchir. Voilà, en citoyen. Dominique Louis, donc, le patron d'Assystem, avec nous sur Bismart. On repart, les amis, on repart avec Benjamin Louvet, gérant matières premières, Ophi Asset Management, c'est ça, Benjamin, voilà, c'est la bonne casquette. J'ai appelé ça l'impossible scénario net zéro 2050. Pas mal, c'est un bon résumé. Oui, mais ça m'intéresse beaucoup, Benjamin. Donc merci d'abord, tu es là régulièrement et tu es un de ceux qui lisent les rapports, ce qui est déjà... Et donc ce rapport qui a maintenant, il a 3 bonnes semaines. Quelque chose comme ça. Voilà. Agence internationale de l'énergie qui définit la trajectoire à suivre pour ramener les émissions donc à 0 net en 2050. Et tu as listé, notamment, vous pouvez aller voir ça sur le compte de Benjamin sur Twitter, tu as listé une série de préalables, finalement, que met en place l'Agence internationale de l'énergie, dont tu dis toi-même, d'ailleurs, qu'ils sont totalement impossibles à réaliser. Alors, je dis pas ça, je dis que ça révolutionne notre mode de vie. Et d'ailleurs, quand on regarde, au-delà du petit résumé que j'ai fait sur les données techniques, quand on regarde les attendus, par exemple, il va falloir revoir la façon dont on consomme de l'énergie, mais au niveau individuel. C'est-à-dire que typiquement, il est question qu'à partir de 2030, on ne puisse plus chauffer sa maison au-dessus de 20 degrés, qu'on ne puisse plus refroidir sa maison en dessous de 24 degrés l'été, de limiter la température des ballons d'eau chaude.
de limiter la vitesse à 100 km/h sur autoroute. Les ballons d'eau chaude, c'est écrit dans le rapport. Oui, tout à fait. Donc on est dans quelque chose qui change profondément notre vie, et on a tous notre part à jouer là-dedans. Là, il l'écrit bien, elle dit plus de 50% des efforts doivent être des efforts individuels. Ça alors ? Ben oui. Mais le problème... Alors, non, attends, on s'arrête là. Déjà, premier point, parce que j'ai toujours cru le contraire. En fait, j'ai toujours pensé que on développait une écologie punitive à travers des exigences au quotidien qu'on demandait aux gens, et que ça ne servait à rien. Alors, le problème, c'est que les deux sont un peu liés. Et on voit bien le problème aussi au niveau des entreprises aujourd'hui. Dans ce rapport, l'Agence internationale à l'énergie dit qu'il faut arrêter l'exploration pétrolière. Dans le même temps, l'AIE a sorti il y a 3 jours un rapport où ils disent qu'il faut que les pétroliers augmentent la production, sinon on va manquer de pétrole. Et donc, on se retrouve dans la situation où tu as des entreprises, on l'a vu il n'y a pas longtemps avec Shell, qui a été condamné par une cour de justice en Hollande, parce qu'on les accusait de ne pas faire assez pour le climat, où tu as des entreprises qui n'ont pas de cadre réglementaire qui les oblige à aller vers ça, et qui se retrouvent punis par la justice parce qu'ils n'en font pas assez. Et puis de l'autre côté, ils ont des actionnaires qui exigent de la rentabilité de leur part. Et au niveau des acteurs particuliers, on a la même situation. On n'est pas obligé, on nous demande de faire un effort, mais il n'y a pas de cadre réglementaire. Et je pense, et le rapport de l'AIE le dit, qu'il va falloir à un moment ou à un autre légiférer là-dessus pour obliger les gens à faire ce changement. Parce que c'est tellement plus simple de vivre avec du pétrole. Dans un litre de pétrole, tu as 10 kWh d'énergie. Okay, 10 kWh, c'est quoi? C'est l'énergie que tu as dans les bras de 200 personnes qui font une longue journée de travail au champ. L'énergie de 200 personnes qui font une longue journée de travail au champ. Pourquoi se passer de cette énergie si on n'y est pas contraint, s'il n'y a pas quelqu'un qui vous dit tu ne peux pas faire avec ça? C'est hyper difficile. La vie est beaucoup plus facile avec le pétrole que sans le pétrole. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le pétrole, on doit s'en passer, on n'a plus le choix. Mais, alors attends, parce que tu vas pas nous renvoyer dans les champs quand même. Non, mais... Enfin, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de trouver les solutions. Mais les gains de productivité, ils viennent d'où? Les gains de productivité de ces dernières années, depuis le début de l'ère industrielle, ils viennent des machines. Ils viennent des machines. Voilà. Qui marchent à l'énergie. Exactement. Voilà. Tu as reçu Jean-Marc Jancovici. Mais c'est des croquettes pour machines, l'énergie. Mais, attends. Alors, Jancovici, justement, il dit, lui, il était sur 5% de baisse de PIB par an, tous les ans. L'AIE, c'est 7,5. Si on est d'accord, mais est-ce que tu reprends... Non, tu mélanges deux choses. Non, parce que c'est équivalent. C'est 7% de baisse des émissions de CO2. Oui, mais Jancovici dit CO2 égale PIB. Il y a un rapport direct entre les émissions de CO2, historiquement, et le PIB. Le pari de l'AIE, c'est qu'on saura, grâce aux énergies renouvelables, découpler le lien entre émissions de CO2 et énergie. Et donc sortir de cette obligation d'avoir une baisse de 7,5% du PIB qui est, alors celle-là, inenvisageable. C'est pas le monde qu'on a envie de construire, en tout cas. Et c'est pas ce qu'on nous vend. On peut pas vendre un modèle comme celui-là. On peut pas vendre aux gens une réduction de PIB tous les ans. Mais surtout celle-là, 7,5, ça fait 2 Covid pratiquement, c'est ça Oui, c'est ça, enfin 1,5, allez, on va dire ça comme ça. 1,5. Oui, tout à fait. Donc c'est extrêmement difficile à envisager. Mais le pari de l'AIE, justement, c'est de dire on va d'abord apprendre à être plus sobre. Donc 4% de gain d'efficacité énergétique par an. Bon, le problème, c'est que sur les 20 dernières années, le gain énergétique, c'était plutôt un tiers de ça. Et on commence maintenant. Et évidemment, quand on a commencé à faire des gains d'efficacité énergétique, on a commencé par les trucs les plus simples. Donc, c'est-à-dire qu'il nous reste des trucs les plus difficiles à faire. C'est ça. Donc, c'est compliqué. Et dans le même temps, on continue à croître. Voilà. Ça, c'est une équation qui est quand même un peu compliquée à résoudre. Et pour revenir à ces chauffe-eau, là, parce que je dois te dire que tu m'as légèrement traumatisé, l'ensemble de ce que tu as listé, là, pas moins de 24 degrés dans les maisons, pas plus de 20 en hiver, etc. Ça, à l'échelle donc des pays développés, de ceux qui peuvent le faire, ça donne une réelle efficacité, dit l'AIE, ça donne de réels résultats en termes de baisse des émissions de CO2. En fait, ça fait partie de la sobriété, mais ce qui va compter, c'est l'isolation des maisons, c'est de passer aux voitures électriques, c'est de rendre plus flexible sa consommation. Aussi, il y a un gros pari qui est fait sur la flexibilité de la consommation énergétique. C'est-à-dire qu'on consommera l'électricité quand on pourra. Donc ça veut dire aussi avoir ce qu'on appelle des smart grids, des réseaux intelligents qui vont pouvoir faire aller l'électricité dans les deux sens. Et ça nécessite d'énormes investissements. Je citais le chiffre aussi, il faut passer de 260 milliards par an investis aujourd'hui à 820 milliards de dollars investis par an dans le réseau électrique. Alors, j'ai repris tes chiffres. Le solaire, il faut multiplier les investissements par 20, l'éolien par 10, les usines de batterie par 600.
d'ici 2030. En fait, il faut multiplier la capacité des usines de batteries par 600. Il faut en fait installer 20 gigafactories par an tous les ans jusqu'en 2030. Tout ça en finançant l'adaptation du réseau, évidemment, comme tu l'as dit. Tout à fait. Après, il faut multiplier par 5 les installations solaires tous les ans. Puis ça pose d'autres problèmes. C'est un de mes gros éléments en ce moment. Et il y avait un article dans The Economist sur le sujet ce week-end. La contrainte des matières premières. Parce qu'il faut que les gens comprennent qu'on ne fait pas de l'électricité avec du vent ou avec du soleil. On fait de l'électricité avec un transformateur qui va transformer le vent ou le soleil en énergie. Voilà. Ce transformateur, on le fait avec des métaux. Ouais. Bill Gates l'avait dit dans une conférence à Stanford, il avait dit les financiers qui m'expliquent qu'ils vont résoudre le problème du changement climatique en finançant plus les entreprises polluantes, ils me font rire. Il va falloir qu'ils m'expliquent comment ils font voler des avions avec des feuilles Excel. Des avions, ça vole avec de l'acier, avec de l'aluminium, avec du plastique. Et tout ça, c'est du concret. Prenons l'exemple du solaire. Dans le solaire, en 2020, on a installé un record de capacité solaire dans le monde. Soit dit en passant, dans les chiffres de l'AIE, il faut installer tous les jours jusqu'en 2030, l'équivalent de la plus grosse centrale solaire au monde. Tous les jours. Bon, 130 gigawatts. Quelle puissance la plus grosse centrale solaire au monde ? J'ai plus les chiffres en tête, mais tu fais le calcul. Voilà, ils disent qu'il faut installer 500... C'est quoi ? Ça doit être 400 mégawatts, quelque chose comme ça, non ? Autour de 500. Un demi-réacteur nucléaire, quoi. Voilà. C'est ça. Ancien. Donc, on a installé 130 gigawatts de solaire l'année dernière. Ça a consommé, c'est un métal qui n'est pas très important dans tout ça, mais ça a consommé 3142 tonnes d'argent. Il faut de l'argent pour faire circuler l'électricité, c'est le meilleur conducteur. 3142 tonnes d'argent, c'est 13% de la production mondiale d'argent. L'AIE nous dit tous les ans, il faut multiplier par 5 les installations solaires. Comment on fait ? L'argent, il y en a aussi dans les voitures électriques. Les gens le savent peu, mais en fait, dans les batteries électriques, alors il n'y a pas d'argent dans la batterie, mais dans une voiture, tu n'as pas une batterie, tu as un pack de batteries et il faut relier toutes ces batteries entre elles. C'est 5% de la consommation aujourd'hui. Il faut multiplier, il faut passer de 5% de part de marché pour les voitures électriques aujourd'hui, donc électriques plus hybrides, à 60% en 2030. Alors, ça veut dire, Benjamin, parce que le temps tourne, ça veut dire qu'en fait, on va se retrouver dans une espèce d'injonction contradictoire absolue, parce que, évidemment, on dit, ouvrons des mines, sauf que ces mines, l'extraction va émettre le CO2 que d'un autre côté, on va économiser. Non ? Non. Alors ça, c'est un élément qu'il faut bien garder en tête. Alors, c'est très important. Les énergies fossiles sont responsables de 70% des émissions de CO2 sur la planète. Les mines, l'extraction et le raffinage de l'ensemble des métaux est responsable de 10% des émissions de CO2 de la planète. D'accord. Donc avec 10%, on enlève 70%. Alors il va falloir plus de métaux, donc on va dire que c'est pas 10%, mais c'est un peu plus. Mais la deuxième chose... Mais j'aime ces chiffres justement, ça voilà. On est sur des rapports intéressants. On peut réduire les émissions de CO2 liées à la production minière. Pourquoi ? Parce que tu extrais des métaux. Tu crées de l'énergie plus propre. Tu utilises cette énergie pour extraire les métaux. Et donc l'AIE, dans un de ses derniers rapports sur les métaux critiques, disait on peut réduire d'à peu près 80% les émissions de CO2 liées à la production de certains métaux, comme le cuivre et le nickel, par exemple. Tu te retrouves avec des bulldozers électriques, quoi, pour dire les choses. C'est ça. Tu utilises de l'énergie solaire ou de l'énergie hydraulique pour faire tourner ta mine, et puis sur place, tu as des camions qui fonctionnent à l'électrique. Mais j'ai écrit impossible. Tout ce que tu viens de décrire, ça tient debout ou ça tient pas debout ? Alors, ça tient debout. D'abord, l'AIE le rappelle, si on s'y met très vite. C'est-à-dire que là, ils disent, on n'a plus le temps, c'est maintenant, ou alors après, c'est mort. C'est fini. Donc, maintenant, ça veut dire quoi ? Glasgow, COP26, 1er novembre. Le rapport de l'AIE a été commandé par les organisateurs de Glasgow. D'accord ? Donc, ça veut dire, RTE est en train de rendre son rapport aussi. Donc, ça veut dire que c'est à Glasgow. Mais alors, c'est qui les organisateurs de Glasgow ? C'est qui les organisateurs de ces COP, d'ailleurs ? C'est les gouvernements. Donc voilà, c'est les Nations Unies. Quoi, et donc là, on les met au pied du mur. Et je pense qu'il va y avoir besoin de mettre un gros coup d'accélérateur à cette COP. Sinon, il faudra qu'on se prépare à être résilient. Parce que, voilà, c'est pas moi qui le dis. C'est l'AIE qui est impartial sur ce sujet et qui dit... Si on ne s'y met pas maintenant, on va être clair, un autre chiffre qui est très parlant. Tu le disais tout à l'heure, c'est 7,6% de réduction des émissions de CO2 par an selon l'ONU qu'il faut faire. Ils disent, avec les mesures qu'on a prises aujourd'hui, on est entre 0,5% et 1% de réduction par an. Voilà. 7,6% de réduction des émissions de CO2 par an, c'est quoi ? C'est plus que ce qu'on a eu pendant le Covid. Oui, c'est ça. Oui, absolument. On est quoi ? On est à 5... On est entre 5 et 6. On est entre 5 et 6. Entre 5 et 6. Donc ça veut dire que c'est un trafic automobile dans tous les pays développés. Un effort absolument considérable qui demande la mobilisation de chacun, mais surtout la mobilisation des États. Je pense que tu peux inventer ce que tu veux pour faire un changement de cet ordre-là avec le confort qu'apportent les énergies fossiles. Ça ne peut passer que par du législatif. Et qu'est-ce qu'ils font Total dans cette histoire ? Comment est-ce qu'ils font cette mutation accélérée ? Je dis Total. Certains l'ont fait, Ørsted l'a fait, alors c'est beaucoup plus petit que Total, évidemment, mais il faut laisser le temps. Moi je dis, les boîtes comme Total, c'est trop facile de les fustiger.
Total, ils vendent du pétrole parce que c'est autorisé de vendre du pétrole, d'accord, c'est légal, et puis parce qu'on a besoin de pétrole. Et donc, on avait fait une conférence il y a quelques années sur le sujet, c'était rupture ou transition. Il faut qu'on gère une transition. Et une transition, c'est donner les orientations à Total. Tavares l'avait dit aussi dans une interview, le patron de Stellantis, il avait dit, nous, si on nous dit vers où il faut aller et qu'il y a un cadre législatif clair, on a des ingénieurs, on s'y met et on y arrivera. Voilà. Ouais, mais alors, il faut qu'on ait fixé les bornes. Depuis Tavares, il dit, et je trouve ça très intéressant, notamment avec la voiture électrique, il dit ce que dit Didier Leroy d'ailleurs chez Toyota, c'est « Ok, on y va à fond, hein, les amis, on n'est pas du tout sûr que ce soit la bonne solution, mais vous nous obligez à y aller, voilà, vers la voiture électrique. » C'est une vraie question. C'est une vraie question. L'AIE a fait un rapport il y a quelques temps. Mais en même temps, tu nous dis, à un moment, on n'a plus le temps non plus d'essayer de trouver la meilleure solution, il faut y aller, quoi. Après, il y a des éléments complémentaires, il faut qu'on fasse quelque chose. En tout cas, on sait simplement que si on ne fait rien, ça sera pire. Donc il faut qu'on essaye quelque chose. Les renouvelables font partie de la solution. Je pense personnellement que le nucléaire fait aussi partie de la solution et que la question va se reposer. C'est une question que je voulais te poser. Et un grand programme massif de construction nucléaire. On ne peut pas faire du nucléaire partout. Et puis les disponibilités en uranium, elles aussi, sont limitées. Oh oui, on a de quoi moins quand même. Enfin, on a de quoi faire là pour le coup. Il faut travailler sur la fusion. Je pense que ça, c'est important. Le projet ITER, en ce sens, est extrêmement important. Mais non, mais tu me dis toi-même, c'est maintenant, tout de suite, là, qu'il faut prendre des décisions. Oui, les réacteurs sont là. C'est pas pour ça qu'on ne doit pas prévoir l'après, parce que le gros avantage de la fusion, c'est qu'il y a beaucoup moins de déchets et que ça produit beaucoup plus d'énergie pour beaucoup plus longtemps. On est d'accord. Il faut changer tout de suite. On ne peut pas mettre du nucléaire partout. Pourquoi ? Parce qu'il y a des problèmes géopolitiques, il y a des problèmes sismiques, il y a des problèmes d'instabilité sociale qui font qu'on ne peut pas en mettre partout, malheureusement. Certes. Donc, il faut avoir de... C'est pas anodin, voilà. Il y a de l'hydraulique, certes. Il y a du nucléaire qui fait partie de la réponse. Et les renouvelables ont leur place. Il va falloir faire un mix de tout ça. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on fixe tous les efforts sur les renouvelables et on parie aussi beaucoup sur l'hydrogène. Voilà. L'hydrogène, l'Académie des technologies a rendu son avis dessus. Ils sont quand même assez sceptiques. Ils disent que ça va être utilisé pour des usages très précis. Ouais. Je veux dire, quand on regarde le rapport, les ordres de grandeur. Ouais. Tu avais eu un collectif qui avait fait un test, qui avait calculé combien il fallait d'hydrogène pour faire juste atterrir et décoller tous les avions qui atterrissent et qui décollent de Roissy tous les jours. Il fallait 11 000 ou 12 000 éoliennes ou 6 ou 7 réacteurs nucléaires. Juste pour terminer, Benjamin, et vraiment merci de tout ça, parce que le problème, en fait, c'est que c'est une guerre de religion, cette histoire. C'est qu'on est pour ou contre le nucléaire. C'est une guerre politique aussi. Oui, mais bien sûr. Politique, et notamment avec l'Allemagne. On le voit bien dans la taxonomie aujourd'hui. Avec l'Allemagne, mais même en France. Regarde en ce moment l'histoire des éoliennes. Ça y est, tout à coup, les éoliennes, ça devient un sujet politique. Les bras m'en tombent. T'étais ni pour ni contre, mais à un moment, voilà. Tu dois être pour ou contre les éoliennes en fonction de pour qui tu votes. C'est ça, mais on ne peut pas être pour ou contre les éoliennes. Mais oui, on est pour toutes les solutions renouvelables, toutes les solutions décarbonées. Et le nucléaire fait partie des solutions décarbonées. Et pour augmenter leur efficacité. C'est ça. Et augmenter leur efficacité, ça c'est un autre sujet aussi sur lequel il va falloir beaucoup travailler. Merci Benjamin. Merci Stéphane. Benjamin Louvet, donc gérant matières premières Ophi Asset Management, notre invité sur Bismart.